Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et donc, comme je vous le disais, nous retrouvons Xavier Aimant. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. J'imagine bonne semaine pour vous aussi après ces élections. Oui, plutôt. On va en parler, je pense. On vous laisse la parole pour en parler et puis ensuite on va pouvoir discuter de tout ça avec le reste de l'équipe. Alors, sommes-nous devenus des Américains ? C'est la question que je me suis posée en lisant, notamment sur les réseaux sociaux, un grand nombre de réactions à la fameuse victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Enthousiasme délirant pour les uns, désespoir accablé pour les autres, passion démonstrative démesurée pour tout le monde. À tel point d'ailleurs que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des gens qui avaient participé directement au vote et qui évoquaient donc l'élection de leurs futurs dirigeants. Mais pas du tout en fait, il s'agissait bien de Français, vivant en France, mais qui semblaient malgré cela avoir vécu cette campagne et cette élection comme une affaire personnelle, les impliquant profondément, eux et leur avenir. Alors bien sûr, sans nier l'importance de l'événement et sa portée mondiale, je dois avouer que j'étais un peu gêné par la place qu'a prise cette échéance électorale dans le débat public et privé hexagonal. Celle-ci semblant même dépasser assez largement l'intérêt suscité par les dernières élections nationales. Un phénomène qui démontre une nouvelle fois l'importance du tropisme américain dans notre pays et l'influence toujours plus considérable de l'oncle Sam sur notre quotidien. Alors c'est alors que j'ai repensé à la fête d'Halloween. Alors je ne fais nullement partie des gens qui voient dans ces festivités vaguement morbides quelque chose d'abominable, de démoniaque, voire de satanique. Pas le moins du monde. Des enfants déguisés en monstres et des jeunes femmes habillées en sorcières coquines, je ne trouve pas cela bien grave. Mais il n'en reste pas moins que c'est là aussi un symptôme de notre américanisation croissante. Car si cette fête, qui a été lancée artificiellement et commercialement il y a quelques années, connaît aujourd'hui un grand succès, c'est que son avènement a été précédé par un vaste lavage de cerveau réalisé à coups de matraquage intensif de séries et de films hollywoodiens la mettant en scène. Une véritable colonisation de l'imaginaire français et européen qui a fait intégrer à des millions de jeunes esprits l'idée que cette fête américaine était aussi la leur. Alors si on ajoute à cela le fait par exemple que la France est le second pays au monde avec la plus grande densité de McDonald's, que de nouveaux Starbucks y fleurissent chaque jour, remplaçant peu à peu les traditionnels bistrots, on peut se rendre compte à quel point le mode de vie américain a pénétré notre pays et a peu à peu changé le nôtre. Alors, certains auditeurs pourront penser que cela est secondaire, accessoire, pour ne pas dire dérisoire. Qu'ils me permettent de penser qu'ils se trompent. Car l'identité est un trésor précieux qui fait le sel de la vie et la richesse du monde, et qu'il convient donc de défendre avec la plus implacable rigueur et la plus grande vigueur. Or, une identité, elle peut être altérée et même détruite de deux façons. Tout d'abord, par l'agression frontale d'une autre identité qui cherche à l'affaiblir, puis à la remplacer. On peut penser ici à l'islam, qui, porté par des vagues d'immigration, conteste notre identité ancestrale et cherche à s'imposer à nous en changeant brutalement nos us et coutumes. Mais l'identité peut aussi être fragilisée et corrompue, tout aussi gravement, par des moyens beaucoup plus subtils et discrets, plus indolores même, voire ludiques. C'est là tout l'art du soft power américain, qui par ses stratégies de séduction et de divertissement, impose peu à peu un nouveau mode d'existence et des mœurs étrangers à notre histoire et notre nature. C'est pourquoi l'agression anti-identitaire américaine est beaucoup plus insidieuse que l'agression anti-identitaire islamique, mais elle n'en est pas moins redoutable. La preuve étant qu'elle touche aujourd'hui à peu près tout et tout le monde, dans un domaine ou un autre, que ce soit l'habillement, la musique ou le langage. Or, on peut bien être né à Brest, Bayonne ou Paris, être un de souche depuis moult générations. Si on mange comme un Américain, qu'on s'habille comme un Américain, qu'on chante et danse comme un Américain, et qu'on parle même de plus en plus comme un Américain, eh bien on n'est plus un Français, mais bel et bien un Américain, tout aussi vidé de sa substance identitaire qu'un converti à l'islam avec barbe et djellaba.
Merci pour cet édito, Xavier Aimant. Et tout de suite, on passe à la discussion avec le reste de l'équipe. L'addition. Alors, j'aimerais commencer par rebondir sur ce mode de vie américain qui a pénétré le pays, comme vous nous le disiez, Xavier Aimant. Est-ce que ce mode de vie, ce mode de fonctionnement américain, il a déjà pénétré notre monde politique? Alors en termes d'ingérence, on s'en doute. Néanmoins, en termes de fonctionnement, on a eu de cesse justement de pointer du doigt la différence de traitement médiatique, de communication qu'il y avait entre les États-Unis et la France, avec ce Donald Trump qui s'affiche justement en train de servir des frites dans un McDonald's, en train de conduire des bennes à ordures. Finalement, l'influence américaine là-dessus n'a pas encore percé en France, si? Alors pas encore, mais bon, en général, ça prend une dizaine d'années, donc on n'est pas à l'abri que ça arrive, que ça arrive en France. Certains peuvent même le souhaiter peut-être, mais c'est pas mon cas, comme je pense qu'on l'aura compris. Non, c'est sûr qu'il y a encore des différences assez importantes, et tant mieux. En effet, on a vu cette campagne américaine qui reste très spécifique à ce pays, qui est beaucoup sur l'incarnation individuelle, qui est beaucoup sur le discours uniquement volontariste, sur la répétition de slogans qui deviennent presque des mantras. On a vu en effet un Donald Trump affirmer beaucoup de choses, mais assez peu expliquer comment il allait les obtenir et assumer complètement en fait même ce discours. On l'a entendu notamment dans une entrevue à répondre à un journaliste: non mais ne vous inquiétez pas de savoir comment je vais le faire, je vais le faire. Voilà, point, fin du débat. Je pense qu'en effet... C'est une posture de milliardaire aussi, ça. C'est peut-être l'habitude de réussir à accéder à ses caprices. Oui, c'est sans doute aussi lié à son histoire personnelle, mais je pense que ça plaît beaucoup aux États-Unis, où il y a ce côté, quand on veut, on peut, tout le monde peut s'en sortir, il suffit d'avoir la volonté d'y arriver pour y arriver. Moi, je crains que les choses soient un peu plus compliquées que ça, mais en tout cas, ça a l'air de très bien fonctionner aux États-Unis, et je pense en effet en France, à l'heure actuelle, si quelqu'un avait répondu ça dans une entrevue politique, il aurait été relativement décrédibilisé. On lui aurait demandé comment vous chiffrez votre programme, par quelle étape vous allez passer, etc. Et on n'est pas encore en effet tombé dans ce système qui est très on va dire basé sur un peu à mon avis en tout cas sur l'incantation et sur la croyance. En fait, les gens veulent croire en Donald Trump, il arrive à les faire croire en lui et ça fonctionne. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir passer justement dans ce monde-là, dans cette phase-là, pour pouvoir avoir un Donald Trump français? Alors déjà, il faudrait poser la question: est-ce qu'on souhaite un Donald Trump français? Ça peut déjà se discuter. Moi, je préfère qu'on soit encore dans un système où on a un débat d'idées, où on a des programmes contre programmes. Après, ils valent ce qu'ils valent, mais en général, ils sont quand même relativement élaborés, où on interroge les gens sur les moyens qu'ils comptent mettre pour obtenir les résultats qu'ils affirment pouvoir avoir. Je pense que c'est plus fidèle à notre tradition rationaliste que le côté en effet un peu évangéliste, je dirais, de la campagne américaine. Louis, je vois que vous acquiescez. Vous voulez oui, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que sur le traitement médiatique qui est beaucoup plus extrême qu'en France, c'est le pays du vice, les États-Unis évidemment, donc on n'en est pas encore là, mais c'est quand même allé très loin. Et sur ce scrutin électoral, est-ce que vous pensez finalement, comme on l'a vu aux législatives, que s'il y avait eu 2 tours, Donald Trump aurait été complètement confronté à ce jeu d'alliance et à cette propagande médiatique qui a finalement barré la route au Rassemblement national à plusieurs reprises depuis 20 ans. Est-ce que finalement, voilà, le scrutin à un tour finalement arrange bien Donald Trump et permet aux Américains de s'exprimer librement? Ah ben certainement, c'est vraiment très favorable au populisme, un scrutin à un tour, surtout quand il est incarné de façon aussi forte par un individu. Est-ce que ça aurait changé radicalement les choses? Je ne sais pas, parce que les situations sont difficilement comparables. Il y a un phénomène qui n'existe pas aux États-Unis et qui existe malheureusement en France, c'est celui quand même de l'antifascisme virulent et militant qui s'est mis en branle chez nous entre les 2 tours, mais qui n'existe pas aux États-Unis. Mais Trump a été comparé systématiquement à Hitler aux États-Unis. Ça a été extrêmement violent quand même. Ah oui, de toute façon tout est extrême aux États-Unis, donc c'est évidemment violent. Après, comme je pense qu'il y a une certaine part des Américains qui savent à peine qui est Adolf Hitler, je pense pas que ce soit très très, très gênant. Donc j'exagère un peu, mais oui. je pense pas que ça fonctionne en fait. Ça a pas la même résonance aux États-Unis que c'est un complexe très européen. Je pense que c'est un complexe très européen en effet. Et d'ailleurs ça n'a pas fonctionné.
quand c'est trop, de toute façon, ça passe pas, quoi. Les gens voient bien que la personnalité de Trump, elle est, je dirais, à l'antithèse de celle d'un dictateur européen comme Adolf Hitler. Donc je pense, en fait, c'est un peu les dernières armes des gens qui n'ont plus rien à dire, quoi. C'est un peu comme en France, quand on sait pas débattre, quand on n'a pas d'argument, on ramène ça à cette période de l'histoire obsessionnelle, notamment à gauche. Oui, c'est marrant de faire un comparatif entre le traitement médiatique avant élection et maintenant après, où on voit des célébrités comme Whoopi Goldberg, qui est une célèbre actrice et qui est très influente, une présentatrice très américaine, très influente, et qui maintenant que Trump est élu, maintenant on dit la vie continue, voilà, c'est fait, les Américains sont exprimés, il n'y a plus de danger, etc. On voit que finalement tout ça n'était qu'une comédie vraiment extraordinaire. Vraiment, j'ai retrouvé des extraits qui datent d'hier à peine. Les Américains ont voté, c'est comme ça, la démocratie s'est exprimée. Après tout ce cirque qu'on a vu pendant des semaines. La pilule est passée, finalement. Non, mais c'est quand même amusant. Voilà, Juliette Briens a tweeté là-dessus, comment ne pas les haïr, quoi, finalement. Leur stratégie est absolument abjecte. Ouais. Marie Falicon. Oui, Liselotte parlait tout à l'heure d'un Trump français. Et c'est vrai que certains ont fait un parallèle un peu avec Éric Zemmour pour plusieurs raisons. Il parlait à la fois de cette vision un peu de l'homme à abattre envers et contre tout, qui subit non seulement des cabales médiatiques, judiciaires, mais aussi qui peut incarner pour certains l'espoir d'un sursaut pour le redressement du pays. Est-ce qu'avec ces parallèles, la leçon française de la victoire de Trump ne pourrait pas être en politique, finalement, il ne faut jamais s'avouer vaincu et le sursaut peut advenir là où on ne s'y attend pas du tout? Oui, le désespoir en politique est une sottise absolue, comme disait Maurras, et ça se confirme dans le cas de Donald Trump, qui a fait quand même en effet un retour auquel personne s'attendait, qui n'avait jamais, qui a qu'un précédent, je crois, dans l'histoire. Ah oui, c'était au 19e siècle, il me semble. Oui, c'est ça. Dans l'histoire américaine. Donc, oui, ça donne du courage à tous les gens qui sont dans des situations un peu plus difficiles politiquement actuelles. C'est toujours difficile de faire des parallèles. Encore une fois, parce que la situation est différente, parce que les personnalités sont différentes. Éric Zemmour a beaucoup de qualités. Je suis pas sûr qu'il ait le charisme d'un Donald Trump. Et on voit bien que le charisme, dans le cas américain, a joué énormément. Il y a cette stature, il y a ce côté, en effet, tribun populaire, ce côté un peu, alors j'ai pas l'expression en français, mais white trash, que n'a pas du tout Éric Zemmour, qui est plutôt quelqu'un de, on va dire, qui parle plus, je pense, à la bourgeoisie qu'aux ouvriers du Nord-Pas-de-Calais. Que pourrait avoir en revanche Jean-Luc Mélenchon. Le côté tout à fait, oui, on pourrait faire un rapprochement davantage avec Jean-Luc Mélenchon, certainement. Ah oui, sur la forme. Sur la forme, certainement, oui. Entre les vidéos virales, c'est vrai, les TikTok, etc., il incarne quelque chose plus comme... Oui, puis une certaine violence, parce qu'il y a aussi un peu de violence dans le discours de Trump. Il s'embarrasse pas de circonvolution, de prudence excessive, et ça, c'est un peu aussi ce que fait Jean-Luc Mélenchon dans ses interventions publiques. Et là-dessus, quand on voit comment les sondages se sont trompés encore une fois de plus, comme en 2016, comme en 2020, etc., est-ce qu'ils ont joué un rôle là-dedans? Pourquoi ils ont aussi longtemps mis au coude à coude ces deux candidats qui finalement ne représentaient pas du tout la même valeur aux yeux des Américains, avec une telle avance? C'est plus une victoire, c'est une humiliation pour le camp démocrate. Comment expliquer ça? Alors, parce que je pense que on peut le voir de différentes façons. Soit ce sont des trucages purs et simples, des manipulations politiques avec des sondages payés par les uns ou par les autres. Soit l'électorat de Trump n'assumait pas totalement dans certaines couches de population ses choix, ce qui peut arriver. Ce fut le cas longtemps avec le Front National, où les gens n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour le Front National, donc celui-ci était toujours assez bas dans les sondages. Il peut y avoir plusieurs explications. Il y a aussi le fait que c'est une façon pour eux d'essayer d'influer sur l'élection. Moi, j'ai toujours été pour l'interdiction des sondages politiques pendant les campagnes, parce qu'en fait, ce sont des instruments de manipulation de l'opinion. Ça décourage certains, ça encourage d'autres à voter pour celui qui semble le plus à même de gagner, etc. Donc c'est un instrument
d'influence politique que je trouve absolument scandaleux et antidémocratique. Autant pour l'électorat que pour les candidats d'ailleurs, hein, qui s'adaptent, qui changent leur communication. Qui changent leur communication, qui retirent certains sujets de leur programme s'ils voient que c'est soi-disant pas bien perçu par telle partie de l'électorat, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose d'antidémocratique profondément. Mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui décide de ça, je crains qu'on ait encore des sondages pendant longtemps, et ils auront toujours un rôle, en effet, très discutable et souvent délétère. Tant qu'on parle de manipulation de l'opinion, Xavier Aimant, vous m'offrez la transition parfaite pour parler donc du dernier ouvrage que vous nous offrez sur ce formatage des jeunes journalistes qui plus tard seront à la tête justement de nos grands journaux, ceux qui crieront au danger quand on aura des candidats comme Trump qui pourront apparaître dans le paysage médiatique. Alors est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter votre ouvrage ? Écoutez, merci beaucoup de me donner l'occasion de le faire. C'est en effet dans le cadre de l'Observatoire du journalisme qui est dirigé par Claude Cholet que nous avons décidé de sortir une petite enquête sur les 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. En fait, on est parti du constat très simple et que tout le monde fait quotidiennement de ce consensus général qui existe dans le monde journalistique, enfin en tout cas dans les médias dominants. Pourquoi tous les journalistes ressemblent? Pourquoi tiennent-ils tous le même discours? Pourquoi, encore une fois, à quelques exceptions près, fort heureusement, mais enfin de façon massive, c'est quand même ça. Comment ça s'explique? Et surtout, comment s'explique le fait que ça n'évolue pas du tout? Parce qu'en général, on pourrait penser que les changements justement idéologiques, les mouvements idéologiques trouvent un écho au sein des médias, et que donc dans un pays où il y a aujourd'hui, on va dire 40% des électeurs qui votent pour le camp national, il y ait un changement de représentation et d'écho de ce camp dans les médias. Or, c'est absolument pas le cas. Que le Front National soit à 3% ou le Rassemblement National à 40%, le discours médiatique sur lui ne bouge pas d'un iota, et on a l'impression en effet qu'il y a une espèce de forteresse médiatique, journalistique, avec des gens qui pensent tous la même chose et qui relayent toujours la même idéologie. Donc on s'est interrogé et on s'est dit ça doit être lié peut-être à leur formation, donc on va aller voir d'un peu plus près ces écoles, qu'est-ce qu'on y enseigne, qui y enseigne, qu'est-ce qu'on demande aux étudiants. Donc c'est un panorama de ces écoles et de la façon dont en effet on crée une élite journalistique, une élite entre guillemets évidemment, une élite journalistique totalement formatée idéologiquement. Oui. Louis Rigotière, vous êtes issu d'une école de journalisme, si je ne m'abuse. Oui, j'ai 5 témoignage. ans. Et en tout cas, j'ai eu la chance, c'était pas une école de journalisme reconnue par la profession, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de ce genre de profil. Mais c'est vrai que je me demande même si l'école a un rôle dans tout ça, parce que le formatage se fait d'emblée, très tôt, à force de regarder les médias, à force de s'informer par d'autres journalistes qui eux-mêmes ont été formatés par les écoles de journalisme. Finalement, dès les premiers jours des cours, on a ce profil qui arrive et qui est finalement compatible à 100% avec France Télévisions ou d'autres médias, donc ça va très très vite. C'est juste une confirmation des idées qui s'étaient déjà faites avant. Et après dans mon école c'était plutôt varié, il y avait quand même pas mal d'exceptions dans tout ça, mais on voyait également d'autres profils plutôt de gauche et d'extrême gauche. Mais il y a des écoles comme l'ESJ Lille où certains sujets sont vraiment très très cadrés, le climat, etc., la diversité. C'est vraiment très compliqué d'avoir une opinion un petit peu nuancée parfois sur ces questions. Et forcément, quand on intègre des médias à grand public, on se rend compte que finalement, puisque j'ai bossé dans d'autres médias avant, que tout le monde pense à peu près la même chose, à quelques détails près. Et c'est vrai que dès qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot, on est très vite catalogué, enfin ça a été mon cas comme extrémiste. Ouais. Claude Cholet présentait ces chiffres aberrants qu'on retrouve probablement dans votre ouvrage, Xavier Aimant, sur justement ces statistiques concernant le vote dans les écoles de journalisme. On a le vote pour Mélenchon, etc. Donc il les a présentés hier soir à l'occasion du colloque de l'association de soutien aux lanceurs d'alerte sur la liberté d'expression. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, parce que c'est révélateur. Oui, alors c'est en effet le plus révélateur, c'est-à-dire qu'avant les élections, certaines écoles organisent des votes internes pour savoir pour qui votent leurs élèves, et c'est en effet la carte inversée de la carte électorale française, c'est-à-dire qu'il y a 90% pour la gauche, 60% pour Mélenchon, une surreprésentation de l'extrême gauche et de la gauche, et une absence quasi totale de la droite, au mieux peut-être
un candidat vaguement centriste qui va avoir 2 ou 3 voix. Mais l'extrême droite commence à avoir les roues. L'extrême droite, voilà, l'extrême droite n'existe pas. Et donc ça révèle ce décalage flagrant. Après, ce qui est exact, c'est que il y a le formatage joue un rôle important, le formatage qu'on va avoir au sein de ces établissements. Mais à la base, en effet, il y a déjà un recrutement qui est favorable à ça, puisqu'on s'aperçoit quand même que malgré les prétendus programmes de diversité, etc., mis en place par certaines écoles, il y a aussi déjà à la base une endogamie sociale très forte. Ce sont des élèves issus des mêmes milieux, qui sont plutôt bourgeois, plutôt citadins, etc., et qui ont donc déjà des présupposés correspondant à l'électorat citadin bourgeois des villes, c'est-à-dire, mélenchonaux, macronistes, s'ils sont le plus à droite de leur échiquier mental. Et ces écoles coûtent très très cher. Et certaines écoles coûtent très cher. Après, il y a des écoles publiques qui sont ouvertes, qui coûtent à peu près le même prix que l'université, mais certaines coûtent en effet très cher, ce qui explique aussi le recrutement plus spécifique, entre guillemets, de ces écoles. Maëlys. D'ailleurs, il y a également des écoles qui œuvrent quand même pour le pluralisme médiatique, j'aimerais quand même le souligner. L'ILDJ, que vous connaissez certainement d'ailleurs, qu'on a évoqué au colloque de l'ASLA pas plus tard qu'hier soir, qui justement représente un peu un symbole d'espoir, si je puis dire. Un îlot de résistance. Exactement, puisque c'est un petit peu les naufragés du journalisme qui se retrouvent en général dans ce genre d'école, dont je fais partie d'ailleurs cette année. Donc j'espère que ça permettra quand même la libération, la dédiabolisation, si je puis dire, des idées identitaires et de droite dans le secteur des médias. Et l'émergence de nouveaux journalistes, Marie Falicon, pardon. On peut préciser en plus qu'ils proposent une formation en alternance. Donc si vous voulez faire une alternance en journalisme dans un média qui vous laisse la liberté d'expression comme Radio Courtoisie, vous pouvez tout à fait être journaliste dans cette école et alternant chez nous. Mais l'effet négatif dans tout ça, c'est que les recruteurs, en tout cas dans les médias, sont très regardants des écoles précédentes au niveau des futurs journalistes qu'ils embaucheront. Et de la même façon, les écoles qui prennent des alternants, etc., sont très très regardantes sur les entreprises qui vont employer leurs élèves. On a des alternants qui nous expliquent moi j'aimerais bien travailler avec vous, mais le problème c'est que si je présente votre radio à mon école, ils ne m'accepteront pas, je ne passerai pas à l'année supérieure. Au-delà de la promotion des idées, il y a aussi une grosse politique de sanctions dans ces écoles, Xavier Aimant. Très clairement. Alors pour ce petit ouvrage, on a cherché évidemment des témoignages d'anciens élèves. Ça n'a pas été facile d'en trouver pour toutes les écoles. Déjà parce qu'en effet, des gens avec un profil un peu dissident ou divergent, il n'y en a pas tant que ça. Ils veulent pas tous forcément témoigner. D'ailleurs, les témoignages se font de façon anonyme pour ne pas nuire à la future carrière de ces journalistes. Mais oui, ce qui ressort, c'est que, notamment au niveau des stages, c'est complètement corseté. C'est-à-dire, il y a un témoignage d'une jeune femme qui avait trouvé un stage à Famille Chrétienne. Donc, on parle pas d'un brûlot d'extrême droite. Elle a été convoquée et on lui a demandé pourquoi. Est-ce qu'elle avait bien compris quel était l'esprit de l'école? Parce que bon, c'était quand même du militantisme catholique et donc elle avait dû chercher un autre stage que Famille Chrétienne, qui est quand même pas connu pour son extrémisme droitier très exprimé. Donc on en est là, quoi. Ne parlons pas de valeurs actuelles, ne parlons pas de Radio Courtoisie, j'imagine. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi. Et les plupart des témoignages que nous avons recueillis nous font part de cette nécessité, en fait, de cacher ce qu'on est. De ne pas s'exprimer même en privé avec ses camarades de promotion, pour ne pas risquer d'être mis à l'écart et surtout de ne pas bénéficier du carnet d'adresse de l'école, parce que c'est aussi ça, en fait, les écoles de journalisme. C'est évidemment des apprentissages qui sont sans doute utiles, même si à mon avis ils sont pas indispensables, mais bon, ça c'est un autre débat, mais qui sont utiles pour apprendre un métier. Mais c'est aussi l'accès ensuite à tout un carnet d'adresses, les anciens, qui permettent de trouver tout simplement du travail et de pouvoir vivre de son métier, ce qui est quand même assez important. Mais oui. Allez, Louis Rigotière, du coup. Juste un mot, c'est pour dire que le journalisme maintenant ne se cantonne plus aux grands médias et aux médias d'information classiques comme on le connaît. Maintenant, il y a une libéralisation du métier et maintenant, tout le monde, à peu près, bien sûr, avec certaines compétences,
peut se prétendre journaliste dès lors qu'il sait s'organiser, écrire, filmer, etc. Dès qu'il a quelques compétences, il peut par exemple se lancer lui-même sur Internet, etc., faire ses reportages. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de vidéastes qui fonctionnent, qui cartonnent bien plus que des médias classiques. Donc c'est quand même important de le préciser, il y a quand même une porte de sortie au-delà des écoles de journalisme et des médias classiques. Et on peut peut-être parler justement du rôle des politiques dans ce combat, puisque peut-être qu'en s'adressant désormais quasi exclusivement aux médias qui sortent de cette doxa et de ce moule, peut-être qu'ils contribueraient aussi à leur donner de l'importance et donc peut-être à les faire plus accepter, au moins considérés dans ces écoles. Oui, ça c'est évident. Je pense qu'il faut que les gens s'impliquent, et notamment les hommes politiques s'impliquent dans ce combat pour la. Encore une fois, c'est pas un combat pour inverser la tendance totalement et faire qu'il n'y ait plus que des médias et des gens qui pensent de droite dans les médias, mais pour un rééquilibrage, c'est évident. Il est important que ces hommes politiques portent concrètement leurs paroles et qu'on n'ait pas l'impression que nous sommes des pestiférés et qu'on nous parle finalement que quand on est à 2%, quoi. Ouais. Et que dès que ça commence à marcher un peu mieux et tout, on ne va plus parler que dans les médias dominants. Il faut se souvenir d'où on vient et il faut continuer à soutenir les médias qui vous ont donné la parole quand vous étiez plus minoritaire. Et ça, je pense que ça pourrait être appelé à un certain nombre de politiques du camp national assez utilement. Oui, effectivement. Est-ce que on a le même problème dans d'autres grandes écoles comme Sciences Po, et face à cela, on a des initiatives qui se créent, qui se montent, comme par exemple l'ICEP avec Marion Maréchal qui a choisi de prendre le contre-pied. Est-ce qu'il vaut mieux suivre cette stratégie de création de nouvelles structures, de nouvelles écoles, de nouvelles formations, ou bien est-ce qu'il faudrait plutôt se pencher sur l'infiltration dans ces milieux qui sont déjà gangrénés? Est-ce qu'il ne faut pas réinvestir le terrain? Alors moi, j'ai jamais cru à l'entrisme, quel qu'il soit. Je pense que c'est toujours le système qui gagne et qu'il vaut mieux, en effet, créer ses propres structures, développer sa contre-société, que prétendre intégrer quelque chose, être en sous-marin et un jour, on va faire son coming out, on va révéler son orientation politique. Ça ne fonctionne jamais. On a vu ça en politique avec des gens très radicaux qui se sont mis dans les partis politiques soi-disant pour les noyauter. En fait, c'est le parti qui a gagné, la soupe est bonne, on va pas renverser la table une fois qu'on est bien installé. Donc moi, je pense vraiment qu'il vaut mieux, en effet, ce genre d'initiative, l'ILDJ, dont d'ailleurs nous parlons en conclusion de cet ouvrage pour montrer, en effet, qu'il y a des alternatives en construction. Non, je crois, j'ai jamais cru à l'entrisme ni au noyautage. Vous savez, c'est un peu le syndrome Lorenzaccio, quoi. On s'approche du pouvoir pour soi-disant tuer le tyran, et puis en fait, on devient aussi corrompu et aussi vil que le pouvoir qu'on prétendait abattre. Donc, non, j'ai toujours été plus favorable, et je pense que c'est plus concrètement utile de développer nos propres structures, d'autant plus que maintenant, elles peuvent quand même s'appuyer sur un réseau médiatique plus important qu'il y a quelques années. Parce qu'en fait, le problème, c'était de trouver des issues professionnelles. Et quand tous les médias étaient verrouillés complètement par la gauche, vous aviez beau avoir votre école de journalisme, vous pouviez pas placer vos élèves. Maintenant, il y a quand même un développement des médias, on va dire, conservateurs ou libéraux conservateurs, qui ouvre plus d'opportunités. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Même si c'est pas forcément votre ligne politique exacte, c'est des endroits où vous aurez plus de liberté pour vous exprimer. Il y a 20 ans, à part mourir de faim en faisant... j'exagère un peu, mais il y avait très très peu de possibilités de vivre du journalisme alternatif. Il nous reste 1 minute, Marie Falicon. Alors peut-être un dernier mot, on n'aura peut-être pas le temps de poser une question à Xavier Aimant si ça se termine, mais c'est vrai que malgré tout, on peut se poser quand même la question de l'importance de gagner le combat de métapolitique. C'est vrai que oui, des médias alternatifs peuvent être une bonne idée, pourtant on voit quand même le succès, c'est vrai, de la politique, enfin de la stratégie proposée par Antonio Gramsci de gagner tous les secteurs, enfin de gagner la bataille politique par l'hégémonie culturelle, médiatique, associative. Et donc, est-ce que, peut-être en quelques mots, est-ce que pour vous, ça resterait pas quand même une voie à suivre, effectivement, de cette infiltration dans tous les pans de la société, d'une certaine manière, pour gagner le combat métapolitique?
En 2 mots, Xavier. Oui, alors je ne pense pas qu'il faille l'infiltrer, je pense qu'il faut l'influencer. Et par un travail, en effet, culturel, c'est d'ailleurs ce que fait la Nouvelle Droite, et notamment la revue Éléments, avec ce qu'on a appelé le gramscisme de droite. Donc, par de l'influence, mais pas par des parcours individuels. D'accord. Pour moi, c'est la grande différence. D'accord. C'est très bien résumé. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour cette addition. Merci à vous, Xavier Aimant, d'avoir été avec nous Merci cette beaucoup, semaine. Et à on vous vous. retrouve dans 15 jours. Avec plaisir.